Donald Trump, l'homme qui redessine la carte du monde. Le président américain ne s'en cache pas, il aimerait mettre la main sur le Groenland et pourquoi pas sur le Canada. Il a neutralisé Nicolás Maduro au Venezuela, décapité le régime des Mollahs en Iran et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Dans son viseur, un ennemi historique des États-Unis, Cuba. On pourrait arriver à une prise de contrôle pacifique de Cuba. Le 27 février 2026, à la veille des frappes américaines sur l'Iran, une opération de contrôle en mer tourne au bain de sang. Une embarcation rapide est interceptée par des gardes-côtes cubains. L'équipage fait feu avant d'être maîtrisé. L'opération se solde par 4 morts et 6 arrestations. Le commando possédait un véritable arsenal exhibé à la télévision d'État cubaine. Il était composé d'opposants cubains venus des États-Unis. L'intention de ce groupe était de s'infiltrer, de semer le trouble parmi la population, d'encourager les gens à se joindre à eux, de commettre des actes violents, de rallier la population afin de renverser la révolution. Une opération rocambolesque dont on ne saura certainement jamais les détails. Les autorités américaines ont officiellement nié toute implication, mais pour le régime cubain, cet incident est un signe supplémentaire d'une menace de plus en plus pressante, une menace qui porte un nom, Donald Trump et sa nouvelle obsession. En ce moment, pour le dire gentiment, Cuba est un pays en faillite. Ils ont de très gros problèmes, comme vous le savez. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien en ce moment, mais ils parlent avec nous. Cette nouvelle lubie présidentielle ne doit rien au hasard. Depuis l'intervention américaine au Venezuela, Cuba a perdu Nicolás Maduro, son dernier véritable allié, le seul en mesure d'atténuer l'impact de l'embargo américain que les Cubains subissent depuis plus de 60 ans. Afin de s'assurer d'asphyxier totalement l'économie cubaine, Donald Trump a aussi menacé tout pays qui livrerait du pétrole à Cuba. Le blocus est désormais hermétique. Dans les rues de la Havane, les belles américaines des années 50 ont donc laissé la place au vélo et même aux calèches. Depuis le début de l'année, l'île est à sec, plus de carburant et donc plus beaucoup d'énergie. Que ce soit pour l'eau potable ou pour l'électricité, les coupures sont souvent plus longues que les moments pendant lesquels ces ressources de base sont disponibles. La nourriture deviendra rare si les camions qui la transportent ne peuvent plus rouler. La ville va vraiment se retrouver dans le besoin. Le durcissement de l'embargo américain voulu par Donald Trump a un impact dévastateur sur une économie déjà très fragile depuis des décennies. La crise, elle est escalée depuis les années 90 et elle s'est grandement intensifiée depuis, le Covid, les deux administrations de Trump, et 3, une réforme monétaire qui est intervenue qui est intervenue en 2021 et qui a provoqué une inflation à Cuba. Là, le coup de grâce, c'est effectivement la chute de Maduro et Donald Trump qui coupe le robinet de pétrole à destination de Cuba. Même pour un peuple cubain habitué aux sanctions, à l'inflation, aux pénuries d'énergie, le choc est terrible. Les prix alimentaires ne cessent de grimper. 89% des habitants de l'île vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté, selon l'Observatoire cubain des droits de l'homme. Les traitements médicaux commencent à manquer. Les autorités sont incapables d'enrayer des épidémies de dengue et de chikungunya qui ont touché des dizaines de milliers de personnes fin 2025. Pour l'envoyé de l'ONU à Cuba, l'île risque de plonger dans une crise humanitaire profonde. Ce blocus persiste et ses conséquences humanitaires s'aggravent véritablement de jour en jour. Si vous me le permettez, je vais être très clair. Le risque pour la vie des gens n'a rien de rhétorique. Privé de ses alliés, le régime cubain est totalement impuissant à redresser la barre. Seule bouffée d'oxygène, quelques navires humanitaires envoyés par le Mexique arrivent au compte-gouttes pour aider les plus vulnérables à survivre.
Miguel Díaz-Canel, président de la République de Cuba depuis 2019, et Raúl Castro, toujours très influent, subissent la pression maximale de Washington. Leurs marges de manœuvre sont quasi nulles, comme le résume ce caricaturiste cubain en exil. Voilà une espèce de Raúl Castro debout devant son miroir. Il a deux options, une couronne mortuaire ou une combinaison orange de prisonnier. Et en arrière-plan, on aperçoit une image de Moscou comme une possible échappatoire. Le régime cubain tremble devant Donald Trump. Mais quel intérêt au final pour le président américain? Ici, contrairement au Venezuela ou à l'Iran, pas de pétrole ni de gaz, mais l'assurance d'une victoire de prestige, là où tous les présidents américains se sont cassés les dents depuis plus de 60 ans. Et la gloire n'est certainement pas la seule motivation. Ça s'inscrit effectivement dans une double logique. La logique électoraliste. Une grande partie des Cubains américains votent pour le Parti républicain et forment un socle important pour Donald Trump. Et puis également le repli sur les Amériques, sur l'hémisphère occidental. Donc l'idée qu'on pourrait amener les régimes considérés comme hostiles finalement à disparaître ou au moins à devenir beaucoup plus favorables ou carrément contrôlés par les États-Unis. Lui-même d'origine cubaine et farouchement anticommuniste, Marco Rubio est personnellement impliqué dans ce dossier. Donald Trump a même plaisanté sur le fait que le chef de la diplomatie américaine ferait un bon président de Cuba. Aux États-Unis comme ailleurs, les réfugiés politiques cubains, eux, voient dans cette période une opportunité unique de libérer Cuba de la dictature. Je crois que nous devons saisir cette opportunité. Nous devons être pragmatiques et tenter d'imposer une transition vers la démocratie. Peu importe si dès à présent on doit faire des concessions aux intérêts américains, des concessions concernant l'intégrité de l'île, l'intégrité du pays. En tout cas, le changement doit intervenir maintenant. En tant que peuple, nous avons droit à une vie dans la dignité, le droit aussi de vivre en démocratie. C'est ce que je souhaite. Toutes les planètes semblent donc alignées. Cependant, Donald Trump n'a pas totalement les mains libres pour un éventuel deal sur un changement de régime à Cuba. Une loi historique encadre en effet ce genre de négociations. Pour qu'il y ait des négociations effectives avec les États-Unis, ça va être soumis à une libéralisation de l'économie cubaine, une transition démocratique. C'est notamment ce qui est décidé par la loi Torricelli, votée en 92 aux États-Unis, qui dit que pour lever l'embargo, il faut attester du fait que Cuba est en train d'entamer une transition démocratique. La limite légale, elle n'est pas anodine. Bien sûr, tout dépendra de l'attitude des élus républicains au Congrès qui font peut-être preuve de grand loyalisme avec Trump et laisseront faire. Mais s'ils ne le font pas, et peut-être que certains d'entre eux ne le feront pas, ça veut dire que Donald Trump est obligé de respecter, bien sûr, les éléments de cette loi. Et donc, effectivement, ça ne peut pas être une négociation avec le régime. Négocier, intervenir, y compris militairement, ou laisser pourrir la situation, toutes les options sont sur la table et le sort des 8 millions de Cubains dépend plus que jamais de l'imprévisible président américain.